Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Alors aujourd'hui, on prépare un nouveau format, c'est notre émission hebdomadaire, le Mémo. Au programme de cette émission, une interview de deux invités particuliers et exceptionnels. Impact, représenté par Bonjour. Léna, responsable Ivenact chez Impact. Et Joey, moi je suis responsable communication à Impact. Joey et Léna. Merci d'être là. Donc on va revenir sur l'événement qui va faire l'actualité cette semaine, à savoir la première SAT de l'année. Oui, la Back to School, ne ratez pas le shotgun. Alors cette émission, ça va surtout aux premières années pour qui ont plein de questions sur ce qu'est une SAT concrètement, donc on va revenir dessus. Et après cette première interview, on enchaînera sur la chronique de mon camarade et avant tout ami, Alexandre Pokolov. Donc on peut commencer l'interview. Oui. D'abord, c'est quoi une SAT? Alors une SAT, c'est l'acronyme donc pour soirée à ticket. C'est en fait les soirées étudiantes qui sont les jeudis soirs pour les étudiants de GEM. Et en fait le principe c'est simple, c'est que on part en bus depuis Victor Hugo, donc la place Victor Hugo, dans une salle où là on aura à boire, de la musique, des gens. Et voilà, comme ça on s'ambiance et puis on kiffe. Et en termes de visite, c'est pour toute la promo qui y va? C'est un nombre limité de tickets? Bah, ça dépend, c'est souvent au shotgun. Les places, elles sont limitées, c'est pour ça qu'on fait un shotgun. Et il faut être le plus rapide possible pour pouvoir aller à la fête. Donc là, comme c'est la première de l'année, il y a quand même un grand succès pour celle-là. Donc il y a à peu près 1000 places, sachant que donc les deuxièmes années prennent leur place avant. Ensuite, il doit en rester à peu près 500, 400 pour les 1A, ça dépend. Mais en général, le shotgun dure pas plus d'une heure. Ah ouais, d'accord. Et vous, comment vous préparez avant une SAT? Vous mangez un truc particulier? Vous avez un dress code? C'est quoi votre routine avant la SAT? Alors, quand on part en SAT, en général, il vaut mieux éviter de mettre ses plus beaux vêtements. Ah oui, On prend un t-shirt auquel on tient pas trop, les chaussures auxquelles on tient le moins, et un jean c'est bien, et s'il est un peu taché, c'est encore mieux. Et la particularité de la SAT, c'est on part comment? C'est des bus particuliers? Ouais, c'est des Ouais. bus privés, on est vraiment entre nous. Enfin, il y a des accompagnateurs, et puis ça chante partout dans le bus, ça crie. C'est super familial. En fait, c'est chaque association qui a son bus, et du coup, les premières années vont choisir à quelle association ils partent. Et qu'est-ce qu'on boit en SAT? Est-ce qu'on a une carte des cocktails ou c'est un bar? Comment ça marche? Pour prendre un Moscow Mule ou un Mojito? Ou c'est plus Alors en compliqué? SAT, du coup, quand tu arrives à la SAT, tu as ton bracelet, et Ok. en fait, c'est ça qui est le ticket. Et donc au bar, en général, ça tourne autour de vodka, donc souvent avec du jus de pomme ou alors du Red Bull, whisky Coca et des fois de la bière. Bah, c'est assez large quand même comme sélection de produits. Et si jamais j'ai une veste, est-ce que j'ai un vestiaire en SAT? Ouais, toujours un Ah, c'est vestiaire parfait. avec des tickets, vestiaire complètement safe, évidemment. Et voilà, faut pas s'en faire pour ces vêtements. Donc là, l'intitulé de votre SAT, c'est la Back to School. Exactement, Et qu'est-ce retour à qu'elle a l'école. de si particulier cette Back to School? Mais à la Back to School, comme on l'a dit, c'est la première de l'année, donc juste après la rentrée. Comme il fait encore assez beau, on organise une pool party donc pour les plus vifs, ceux qui ont pu shotgun les plus tôt. Et donc là, ce sera un peu un before avant la soirée, autour d'une bonne petite piscine, un peu de boisson et puis de quoi kiffer quoi. D'accord, très bien, très bien. Il y aura un DJ dans la piscine également? Oui, Absolument. Bah, parfait. Là-dessus, donc vous êtes Impact. Et Oui. Impact a sa SAT qui est organisée également avec le B2E. Mais Mhm. Impact ne fait pas que les SAT, si je me trompe, vous faites Ouais. également d'autres activités. Exactement. On est une asso assez diversifiée. On a 9 projets qui vont du conseil au panier terroir, qui ont lieu tous les 2 fois par mois. Ça va aussi à de l'événementiel. On fait plein de choses. Donc nous à Impact en fait on aborde les thématiques du développement durable à travers des projets donc qui sont plus tournés soit côté social, soit économique, soit environnemental évidemment. Et du coup voilà on a beaucoup de projets qui tournent autour de ces thématiques-là, qui sont très professionnalisants, qui sont aussi fun. Et du coup voilà un peu en quoi consiste notre travail. C'est combien de membres en général, l'équipe Impact? Alors c'est entre 80 et 90 membres par an selon les ajustements.
Et là, pour l'instant, la période des entretiens avec les AP2A se passe bien. Super bien. Franchement, des coups de cœur. Ouais, il y a eu des coups de cœur. Tout va bien. Ok, parfait. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question sur les SAT et impact. Il y a peut-être un élément que vous voulez mettre. Ne cassez pas vos gobelets sur Ah. le front, parce qu'après, nous, on doit ramasser les bouts par terre. C'est pas Kiku, non. Et c'est pas ouf, parce que c'est pas très propre non plus. Parce que en ce qui me concerne, c'est la première fois que vous staffez sur une SAT, donc c'est un peu angoissant, j'imagine. Ça va pas être la meilleure soirée de votre vie. Ouais, c'est ça, ça va être la première SAT où on staff. Après, il y avait aussi les pots de liste où on a pu staffer, mais Alors, ce serait quoi le comportement de la personne respectueuse en SAT? Si on devait donner 3 règles. Garder son verre, Gardez son verre, s'il vous plaît. ne pas le laisser par terre, ne pas le casser, ne pas trop pousser dans les toilettes, s'il vous plaît. Alors, on précise qu'il y a des toilettes que pour les filles. Oui. Pour les garçons, ça c'est pour les C'est sauvages. dehors, ouais. Mais voilà, éviter de faire trop de mouvements de foule aussi pour les toilettes, c'est cool. une petite particularité des SAT dont on n'a pas parlé, c'est que Planète seront là aussi. Ouais. Et nous prévoit un JT, donc il couvre tous les événements. Et vous aurez un best-of des meilleurs moments de la soirée prochainement diffusé par Planète. Ouais, alors on vous souhaite pas forcément d'y être présent, mais sachez que vous le vouliez ou non, vous pourrez avoir ce petit moment de fame dans l'auditorium général de GEM. Bah écoutez, Joey et Elena, merci d'avoir participé à cette interview, en Merci espérant que beaucoup. ça puisse aider les 1A, et on est au plaisir de vous voir ce jeudi, Ouais. de l'autre côté du bar. Ouais. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Alors on va passer à la deuxième partie de l'émission avec la chronique du non moins célèbre et émérite Alexandre. Bonjour à tous, et aujourd'hui donc on va lancer le premier anniversaire de la semaine. Et donc en fait le concept c'est que je vais parler de quelqu'un qui est né mercredi, on est le 18, qui est né le mercredi 18 septembre. Et donc celui-ci c'est Lance Armstrong, et donc il y a maintenant 48 ans, naissait un des sportifs les plus controversés de l'histoire. Enfin vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Tout d'abord, pour planter le personnage, je vais vous expliquer rapidement son enfance. Il est né au Texas, un bon américain. Son père il disparaît lorsqu'il a 2 ans, et son beau-père est violent et colérique, qui lui fait passer une enfance très difficile apparemment. Et donc il a vraiment un mental d'acier dès qu'il est jeune. Il commence le sport avec la piscine, mais bon, on va pas se mentir, c'est un peu éclaté, la bise ICO. Du coup, il se met au vélo, et là il gagne vraiment v'là la thune. Genre pour un adolescent, c'est vraiment beaucoup. Genre encore plus que l'émission AMD, voire encore plus que les marges du Gem Store. Et du coup, premier tournant de sa carrière. Donc après, il se met au vélo, il gagne vraiment de l'argent, et donc il commence sa carrière. Et au début, il a un peu de mal, il est un peu trop lourd, il n'arrive pas à tenir sur les courses comme le Tour de France, puisqu'il dure 3 semaines qui sont vraiment longues. Et en 96, il y a le premier tournant de sa carrière. Il signe dans une équipe française, mais la Fédération française de la loose a frappé fort, puisqu'il courra quasiment jamais pour eux, il va juste toucher son gros chèque, et il est atteint malheureusement d'un cancer des testicules. Il met 2 ans à revenir en 98, et il revient, et du coup là, il signe dans une équipe américaine pour encore un gros chèque. Et là, il se concentre sur le Tour de France, et selon son entraîneur, qui était sûrement super honnête, il a amélioré sa technique de pédalage et sa méthode d'entraînement. C'est un cocktail de science et d'effort pour des meilleurs résultats. Une méthode qui a fait ses preuves, mais qu'il faut éviter pour choper en boîte de nuit, parce que c'est pas très légal et pas très convivial. Du coup, l'apogée commence en 99. Là, il participe au Tour de France, il le gagne. Il est nommé sportif de l'année par le Comité olympique des États-Unis. Il est aussi la personnalité sportive de l'année 99 selon Reuters. Il remporte le contre-la-montre de Mulhouse, celui de Metz et celui de Montluçon. Ça reste du vélo, c'est pas la Champions League. Mais il est quand même athlète de l'année en 2002 devant Olivier Giroud et Zizou, selon Sport Illustrated. Il gagne le Tour pendant 6 ans de suite, tout va bien. En 2005, il décide de partir à la retraite sur une belle série de victoires. Il s'engage même politiquement dans la lutte contre le cancer avec une fondation qu'il a créée et plusieurs discours incriminant les politiques et leur inaction face au cancer. Il a un bout de musée qui retrace sa carrière. Il est beau, fort, intelligent, plein de compassion. Vraiment, c'est le rêve américain pour lui. Mais comme toute bonne histoire terrienne, celle de Lance a une chute. C'est Newton, t'as capté? Très bien joué. Les problèmes arrivent toujours à un moment. Et en fait, dès sa première victoire, il y avait déjà des suspicions depuis 99. Puis en 2005, en fait, ça n'arrête pas de grandir, c'est toujours plus sérieux. Il y a toujours une suspicion, c'est le complot, ils essayent de vendre des livres. On va essayer de le dénoncer pour faire vendre des livres parce que ça fait du scandale. Mais là, l'administration américaine veut vraiment savoir la vérité. Et en 2012, il y a un rapport qui tombe, 1000 pages avec 25 témoignages, 11 anciens coéquipiers qui l'accusent. Et donc du coup là, il est radié de l'UCI, il perd ses 7 tours, il doit rembourser tout l'argent qu'il a gagné. Et le doute plane quand même beaucoup moins maintenant. Et en 2013, il donne une interview à Oprah Winfrey où il annonce que tout est vrai et plus encore. Il s'excuse auprès des gens auxquels il a mis la pression, dont son infirmière qui avait été malmenée par toute sa communication. En fait, il explique que sa communication agressive, c'était juste un moyen de défense.
Et c'était son équipe qui lui disait de faire ça, c'était pour pas tout perdre trop rapidement, c'était son moyen de défense d'accuser les autres de mensonges. Il perd donc tous ses sponsors, sa fondation retire son nom, ses distinctions, et c'est ainsi que s'arrête la vie de Lance Armstrong selon Wikipédia. Mais malheureusement, il est pas mort en fait, et je me suis demandé qu'est-ce qu'il faisait maintenant. Est-ce qu'il compte sa thune qu'il doit encore rembourser, ou il attend sur une chaise en regardant ses 5 enfants grandir? Est-ce qu'il fait encore du vélo? Ce serait un peu paradoxal. Et en fait, il fait un peu de tout ça, puisqu'il vit tranquillement dans une petite ville aux États-Unis. Il a acheté un café et un magasin de vélo. Il peut plus travailler avec sa fondation, car ils ont retiré son nom, mais en 2016, il était quand même présent sur le tour pour récolter des fonds contre la leucémie. Donc au final, je pense que oui, c'est un tricheur, il a empêché d'autres de gagner, mais est-ce qu'ils étaient aussi tous dopés? Ça, c'est un autre débat. Pour moi, il a vraiment payé, il continue de payer encore. Aux dernières nouvelles, un de ses sponsors lui réclame encore 30 millions. Son image, celle de ses enfants et celle de ses enfants encore après, elle est ternie, et elle sera ternie à vie. Et il restera pour la majorité celle d'un tricheur dopé agressif qui a essayé de se racheter. Mais on peut voir aussi qu'il a avoué avoir triché, il a mis fin à tous les complots où on le croyait innocent. Sa fondation, elle continue encore d'aider énormément de gens dans la lutte contre le cancer. La lutte contre le dopage, après l'affaire Armstrong, elle a connu une véritable exposition médiatique et elle s'est donc améliorée sous la pression de la presse. Et du coup, ce qu'il laisse sur le long terme, qu'il l'ait voulu ou non, ça reste plutôt positif. Et quand on le regarde sous un autre angle que celui exposé par Wikipédia, on se rend compte que tout son héritage reste assez positif. Je tiens à dire par là qu'une personne exposée dans les médias, elle se réduit jamais réellement à la face qui est exposée dans les médias. Merci beaucoup. Bravo monsieur. Merci pour ce témoignage poignant et touchant d'une personne pas banale. Et pour ce premier anniversaire de la semaine, qui, espérons, deviendra un format récurrent sur nos ondes. Je l'espère aussi. Écoutez, merci pour tout. Merci encore d'avoir participé à cette émission. Et on va laisser l'antenne. Merci à la technique, Théophile. Et à jeudi.